pour parler du livre que tu as publié en mai qui s'appelle Des empires sous la terre, histoire écologique et raciale de la sécularisation. Alors, pour commencer, la thèse de ton livre s'articule autour de deux concepts, celui d'impérialité et celui de sécularisation. Alors, vu qu'on va beaucoup revenir sur ces concepts, est-ce que tu pourrais en donner une définition ou au moins en expliquer la genèse? Et notamment, est-ce que tu peux distinguer l'impérialité de l'impérialisme? Donc en fait, avant de donner une définition, je vais effectivement partir de la genèse du projet et de la raison pour laquelle c'est devenu un livre qui s'est articulé autour de la notion de sécularisation, qui n'est pas forcément une notion évidente. Le projet a à peu près commencé vers 2010. Et donc en fait, moi j'ai été frappé par la circulation d'un discours qui se présentait comme un partage et qui consistait à opposer en fait l'idée d'un Occident, disons, laïque parce que chrétien, ce que je vais expliquer, et d'un islam qui serait incapable de séparer la politique et la religion. Donc, en fait, j'ai été frappé par le fait que donc, ce partage entre l'idée selon laquelle l'Occident serait moderne, qu'il aurait séparé le politique et le religieux, que éventuellement, notamment du côté de la droite, il y avait une explication de cette laïcisation de l'Occident qui s'effectuait, si vous voulez, à partir de l'idée selon laquelle le christianisme aurait permis en fait cette séparation des sphères, du politique et du religieux. Et à chaque fois qu'on disait ça, sur les différentes versions, il y avait une sorte de consensus sur le fait qu'on pouvait définir l'islam comme une confusion de la politique et de la religion, ce qui est aussi une définition négative au fond. Euh, euh, et donc, ce discours, ce qui m'a étonné, par-delà les agitations médiatiques qu'on connaît et qui sont encore malheureusement d'actualité, c'était de voir qu'il y avait que ce partage circulait dans différents discours, qu'il était repris par des acteurs politiques qui étaient à la fois de droite ou de gauche et qui en fait se situaient à plusieurs endroits du spectre. Et surtout, et c'est ça le plus important à mon sens, c'est que c'était pas simplement un argument politico-médiatique, mais c'est un argument qu'en fait énormément de philosophes extrêmement une grande légitimité universitaire, etc., disaient comme une sorte d'évidence. Donc c'était énoncé par un certain nombre d'acteurs très différents, et donc ça semblait faire consensus. Et en fait, donc ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, euh, ce partage euh, suppose, alors évidemment on peut dire, bon, c'est la source d'une certaine forme de racisme, etc., ce qui est probablement vrai. Mais ce qui, moi, me fascinait, c'est que c'était justement que la philosophie et les sciences humaines étaient là, en fait, alliées d'un certain type enfin, participaient, en fait, à la légitimation d'un certain type de discours qui me paraissait absolument problématique d'un point de vue politique, pour des raisons qui sont devenues de plus en plus claires. Et donc, la raison pour laquelle on a parlé enfin, la question de la sécularisation est devenue importante à mon sens, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que derrière ce partage qui était présupposé, c'était une thèse classique qui était la thèse de la sécularisation, tout simplement. Comment l'Occident s'est en fait sécularisé. Et quand on énonce ce partage, en fait, on fait injonction à un certain nombre de citoyens, de confession musulmane en l'occurrence, de s'adapter à cette norme. Donc, au fond, au lieu de produire une sorte de contre-discours sans remettre en cause les termes lui-même du débat, ce qui m'a intéressé, c'est de dire, mais attendez, vous présupposez vraiment que l'Occident a séparé politique et religion? Vous présupposez vraiment que l'Occident s'est sécularisé? Si oui, qu'est-ce que ça signifie cette sécularisation? Est-ce que c'est vraiment une séparation? Et au fond, de questionner la norme à partir de laquelle se fait cette injonction. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la question de l'impérialité, la réponse est plus ou moins dans la question, dans la mesure où à partir du moment où la sécularisation n'est pas simplement... en fait, au fond, je me suis rendu compte que dès le 19e siècle, on ne pouvait pas énoncer cette idée sur laquelle l'Occident se serait sécularisé sans parler de l'islam et des autres religions, en vérité. C'est toujours un partage au sens où c'est toujours une comparaison. Il est impossible pour l'Occident de se définir lui-même sans définir évidemment ses autres. Et à partir de ce moment-là, si on part du principe que
les modalités à travers lesquelles l'Occident se compare aux autres cultures sont traversées par les histoires impériales, choses qui ont été démontrées par des générations de chercheurs, même si c'est encore contesté dans le champ francophone. Alors, par définition, il était évident qu'il fallait lier cette question à une réflexion sur les empires. Voilà. Mais on parlera peut-être plus tard de ça. Oui, bah justement, donc pour peut-être rebondir là sur ce que tu viens de dire et développer, parce que ton livre aborde beaucoup de thèmes et beaucoup de questions enfin, historiques très vastes et importantes à la fois. Un des aspects de la notion d'impérialité, c'est d'essayer de saisir une dimension de quelque chose qu'on pourrait désigner comme la dévastation du globe par l'Occident moderne, et qui souvent est évoquée à travers des notions comme, j'en cite plusieurs, le développement du capital, la révolution industrielle, l'impérialisme, le colonialisme, ou la destruction des écosystèmes si on se place dans une perspective écologique. Et alors, en quoi, avec ton livre, en quoi les courants de pensée qui sont attachés à ces différentes perspectives, à ces différentes manières de nommer la dévastation, en quoi ils te paraissent insuffisants pour rendre compte de ce que dans ton livre nomme la sécularisation et l'impérialité. À mon avis, la question des rapports entre politique et religion, c'est une question qui est rarement prise en compte quand on parle de, même quand on critique le capitalisme, etc. Ce sont des questions qu'on a tendance à réduire à autre chose. Bon. C'est-à-dire, on les considère plus ou moins comme des épiphénomènes ou des effets de quelque chose. Je ne suis pas a priori contre ce genre d'opération, mais disons que c'était une manière de faire droit, de prendre au sérieux le fait qu'au fond, les sociétés dans lesquelles on vit ont prétendu rendre la religion privée et rendre cette question au fond obsolète. Et qu'en fait, à force précisément de reparler de cette séparation, d'essayer de la réactiver par tous les moyens possibles, en fait, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on repolitise la religion. Et c'est ce qui se situe au centre, en fait, au cœur du débat public. Et en fait, il y a, à mon avis, énormément d'opérations intellectuelles qui consistent, en fait, à expliquer ça comme étant une forme de détail ou quelque chose qu'on pourrait déduire d'autre chose. Ce qui est une façon aussi de marginaliser, en fait, ce que vivent énormément de citoyens et de personnes qui habitent dans ce pays, dans leur chair. Bon. Donc, c'est pas simplement une pure question théorique. Maintenant, la sécularisation et l'impérialité, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça permet de voir? C'est comme ça que je traduirai ta question, qui peut-être n'est pas vue ou mal vue, etc. Bon. Pour la notion d'impérialité, je dis une chose très simple en fait. Même lorsqu'on parle, les marxistes diraient, voilà, ça c'est des questions d'accumulation initiale du capital, ou comment le capital a émergé dans des courants, disons, qu'aujourd'hui maintenant on appelle les coloniaux qui s'intéressent à la question du colonialisme. On parlerait de, justement, de 1492 ou de moments clés comme ça. Et en fait, il y a des choses très simples qu'on oublie, par exemple, à savoir que le colonialisme tel qu'il se met en œuvre à partir de 1492 est quand même, pour ses acteurs, une continuation de la croisade. Ça ne veut pas dire que c'est juste une continuation, effectivement, je ne suis pas en train de dire que ça l'est, mais pour les acteurs, ça l'est. Idem quand les premiers colons arrivent en Amérique, les premières questions qui se posent sont des questions qu'on appellerait religieuses, à savoir la question de savoir comment les convertir, s'il faut les convertir, s'ils ont une religion ou pas. Donc ces questions, en fait, se situent au cœur de ce qui se passe. Et l'idée, en articulant l'impérial au colonial, c'est de dire il y a quelque chose, il y a une strate qui provient, si tu veux,
de ce qu'était la chrétienté en fait à ce moment-là, qui détermine évidemment la structure du colonialisme, mais l'idée c'est de montrer ce que ça fait en retour que la chrétienté devienne coloniale, quels effets ça a sur l'Europe. Et l'idée c'est de dire que la sécularisation, elle procède de ces processus et des métamorphoses qu'engendre ce processus. Et à mon avis, même si évidemment il y a eu énormément de perspectives qui ont analysé la globalisation ou la mondialisation en articulant des réflexions autour de capitalisme, impérialisme, en articulant évidemment ces deux notions, il me semble que cette question dite théologico-politique n'a jamais été vraiment prise au sérieux lorsqu'il s'agissait d'analyser en gros la mondialisation capitaliste via le colonialisme. Et inversement, la manière dont on a posé la question dite théologico-politique est restée extrêmement eurocentrique, puisque précisément, elle a mis de côté ou absolument marginalisé ces questions. C'est-à-dire ces questions de rapport de rapport entre mondialisation capitaliste et colonialisme. Donc, c'est cette séparation, et c'est ce double point aveugle, si tu veux, que j'essaie de corriger en connectant ces questions. Très bien. Bah alors justement, sur cet aspect de la sécularisation comme étant quelque chose non pas qui, on va dire, basiquement naît en Europe pour ensuite se propager dans le monde, mais quelque chose en quelque sorte qui revient aussi en Europe après les menées et l'aventure coloniale. Justement, on s'imagine souvent que la sécularisation donc, est d'abord advenue comme phénomène européen, dans la continuité des Lumières, de la Révolution française, etc. Et lorsqu'il arrive qu'on interroge son caractère colonial, ou le caractère colonial même de l'universalisme républicain, c'est toujours en supposant que cet universalisme et la sécularité auraient été en quelque sorte trahis, ou imposés de manière un peu trop autoritaire dans les colonies, enfin après leur avènement en France et en Europe. Or, toi, tu montres qu'il n'en est rien. Et bon, une des parties de ton livre s'appelle même Comment la colonisation de l'Afrique a laïcisé la France. Alors, est-ce que tu peux en dire plus sur ce point ? Je vais partir de la question de l'indigénat et comment l'indigénat a été constitué en Algérie, dans l'Algérie coloniale ou colonisée plutôt. L'idée, ça n'est pas de dire que, par exemple, le républicanisme aurait créé l'indigénat ou qui serait compatible avec le républicanisme. C'est pas vraiment des questions qui m'intéressent. Je pense pas que c'est sur la manière dont il faut poser le problème. Premièrement, la première chose qu'on peut dire d'ailleurs, c'est que la France n'est pas une république quand l'indigénat est mis en œuvre. Justement, le livre insiste sur le fait qu'on est sous le Second Empire quand ça se passe. Donc on est à un moment de l'histoire de France qui est un moment un peu flou, parce qu'on est encore dans une forme impériale, justement, et la notion d'impérialité permet aussi de qualifier, d'un point de vue, si tu veux, français, de qualifier le fait qu'il ne s'agit pas simplement de dire « Ah, la République est colonisatrice, etc. », comme c'est souvent fait, mais de façon, en un sens très descriptive, le fait qu'il y a eu au XIXe siècle des moments impériaux en France. Et c'est au fond ce qu'on appelle souvent le bonapartisme. Bon. Premier Empire, Second Empire. Et il y a énormément d'institutions, même l'industrialisation, en un sens de la France en tant que telle, c'est énormément fait sous le Second Empire, tout comme la constitution de l'appareil d'État s'est faite centralement sous le Premier Empire. Donc c'était des moments impériaux au sens propre du terme. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, la notion est quasiment... enfin, elle est descriptive, en fait. Et alors, ce qui se passe, c'est que même dans ces moments impériaux, on peut mobiliser des notions telles que liberté, égalité, etc. Mais c'est des notions qui sont évidemment floues et donc instables, c'est-à-dire que leur signification dépend de ce qu'on en fait. Et si on prend la question de l'indigénat et de la manière dont ça a été constitué, on se rend compte que l'idée selon laquelle ce serait simplement une contradiction, que ce serait une institution qui a simplement contredit l'idéal républicain ou révolutionnaire de l'égalité en droit, ne permet pas en fait d'envisager comment ça s'est réellement passé. Voilà, tout simplement. C'est pour moi d'abord un souci descriptif, avant d'être un souci, et d'ailleurs pour moi il n'y a pas vraiment de souci polémique derrière.
pas envie de polémiquer sur ces questions des valeurs de la République, etc. Ça ne m'intéresse pas, en fait, quand je parle de ça. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quel est le mécanisme. Et en fait, le mécanisme de structuration de l'indigénat, quand on regarde les textes, est le suivant. Ce qu'on dit, le pouvoir colonial dit, c'est que, en fait, au nom de l'égalité, il ne faut pas attribuer la citoyenneté aux citoyens, en l'occurrence juifs et musulmans, donc indigènes. Après 1870, ça sera exclusivement musulmans, à cause du décret Crémieux. Pourquoi Donc, est-ce que tu peux préciser décret Crémieux peut-être? Le décret Crémieux, qui est le décret qui donne la citoyenneté française aux juifs algériens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la manière dont on peut dire, en vertu de l'égalité des principes de 1789, il ne faut pas attribuer la citoyenneté, c'est précisément parce qu'on attribue un statut particulier aux juifs et aux musulmans, qui est fondé sur ce qu'on appelle alors le statut personnel, donc qui est défini, en gros, peut-être qu'on en parlera, mais schématiquement par leur religion, par le fait qu'on respecte leurs pratiques religieuses. Donc en fait, l'acceptation, même la codification de la différence culturelle, permet en fait au pouvoir colonial d'affirmer qu'au fond, cette institution est complètement compatible avec ses principes. Ce qui montre que, évidemment, il faut toujours situer la manière dont fonctionnent en fait ces principes dans des contextes précis. Donc c'est ça en fait que je veux dire. Donc c'est simplement qu'à partir de ce moment-là, si on prend au sérieux la manière dont fonctionne le pouvoir colonial de ce point de vue-là, il est très difficile de parler d'une simple exception. Par contre, dire ça, je le comprends, enfin, c'est comme ça que je comprends ceux qui ont fait cet argument, c'était une manière efficace de lutter contre le colonialisme à un moment donné, en disant précisément cette institution contredit les valeurs, les vraies valeurs révolutionnaires. Ce qui a été une façon efficace à un certain moment donné de lutter contre ces institutions elles-mêmes. Est-ce que ça l'est encore? Ça, c'est une question. Voilà. Mais d'un point de vue descriptif, simplement pour prendre au sérieux les mécaniques coloniales elles-mêmes, voilà. Et alors concernant l'aspect descriptif donc, du terme impérial, le fait que ça réfère aussi à la manière dont beaucoup de choses se sont constituées lors du Premier et du Second Empire, il est question dans le premier chapitre de ton livre, de la façon dont Bonaparte s'est dit musulman et a déclaré musulmane la République française qu'il prétendait représenter donc, lors de l'expédition d'Égypte. Et ce premier chapitre s'appelle même « La République professant l'islam ». Alors est-ce que tu peux revenir sur ce moment et expliquer son importance pour ton propos? Et si je peux être plus précis, est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est plus profond, on va dire, qu'une simple anecdote ou juste un opportunisme politique assez banal? Encore une fois, si on prend au sérieux ce qui est dit, c'est très difficile de réduire ça à de l'opportunisme. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Il y a cette phrase que Napoléon dit, qui est rétrospective, donc qui se passe après l'expédition d'Égypte, où il dit « Je me suis fait musulman en Afrique comme je me fais catholique en France. » Donc, en fait, quand on prend au sérieux cette phrase, ce que ça montre, c'est qu'en fait, le rapport de quelqu'un comme Napoléon, qu'il faut d'ailleurs pas tellement prendre au sérieux comme une figure, même s'il a fait énormément de choses, mais je veux dire, la question c'est de savoir qu'est-ce qui se joue à travers lui. C'est le rapport entre politique et religion qui se joue à travers ce type de phrase. Donc il y a quelque chose de plus large, de plus vaste qui s'y manifeste. Et ce qui se manifeste là, c'est que on a affaire au fait que la
ce qu'on appellerait une prise de distance à l'égard du religieux, n'est pas, encore une fois, une forme de séparation quelconque, mais consiste à justement, si tu veux, utiliser la religion comme un instrument, une manière une forme de gouvernement. Bon. Et l'idée, ce qui change là, c'est qu'en fait, l'appartenance religieuse est indifférente. Bon. Et en fait, au fond, évidemment que c'est stratégique. Mais la nature même de cette stratégie dépend de la modification des rapports entre politique et religion à un certain moment donné. Voilà. Donc cette phrase, elle marque une césure, elle marque un moment, un moment de transformation évident, puisque, et c'est ça qui m'a intéressé, Napoléon n'arrive pas en Égypte pour convertir massivement la population égyptienne au christianisme. Donc il y a quelque chose de la manière dont fonctionnait le colonialisme qui change. C'est ça qui m'intéresse à travers cette phrase. Et alors, ce moment donc, de l'expédition d'Égypte, c'est dans ton livre, avec la colonisation de l'Algérie et le statut de l'indigénat, etc., ce sont les moments que tu présentes comme décisifs pour penser la race donc dans la perspective que tu proposes, c'est-à-dire non pas comme séparée et distinguée de la religion, mais comme justement se constituant à partir d'une certaine manière de définir et de délimiter la religion dans les colonies. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que ça implique, quelle différence y a-t-il avec ton approche et d'autres approches de la race qui peuvent être un peu plus classiques ou auxquelles on est plus habitué, qui déterminent ce concept et plus généralement tout le racisme structurel de la modernité à partir de la découverte, soi-disant découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et de ce qu'on a appelé la traite négrière ensuite, etc. Donc de phénomènes antérieurs à l'expédition d'Égypte et la colonisation de l'Algérie. Mmh. Donc il y a un peu de questions dans cette question. La première, effectivement, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les formes de racisme qui n'apparaissent pas comme du racisme dans l'espace public, précisément parce que ce qui est racialisé, c'est la religion. Ou plutôt, et c'est ça la seconde strate de l'argument, ce qui est qualifié ou reconnu ou défini comme religieux. Pourquoi je dis ça ? Parce que, et ça c'est un argument qui a du mal à être introduit, puisqu'il est parfois très peu compris, à savoir que la catégorie de religion est construite. C'est-à-dire, elle ne va pas de soi, c'est une catégorie européenne, c'est une catégorie qui est récente. Et les usages qu'on en a aujourd'hui sont récents, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes une histoire. En gros, on ne parlait pas religion, de deux religions de la même manière au XIIIe siècle. Le mot de religion signifiait autre chose, était utilisé de façon différente que justement aujourd'hui, ou à partir en gros du XIXe siècle, parce qu'il y a eu toute une histoire très peu analysée, qui a consisté à utiliser le terme de religion comme un terme comparatif, pour précisément construire des comparaisons entre les formes de pratiques qui existaient chez différents peuples, et qui est liée à cette question de savoir les indigènes ont-ils une religion ou non. Donc on voit qu'en fait la catégorie religion, elle se transforme au fur et à mesure de la mondialisation coloniale et capitaliste, si on veut. Bon, pour le dire vraiment de façon schématique. Donc cette catégorie de religion, elle est construite et elle ne désigne pas quelque chose qui serait un universel. À partir du moment où on dit ça, tous les discours, toutes les certitudes qui s'énoncent sur la religion, à savoir les hommes ont besoin de religion, donc ils ont inventé Dieu, bon, par exemple. Ou aussi, dans sa forme conservatrice, par exemple chrétienne, mais pas seulement, la religion est nécessaire pour maintenir les bonnes mœurs dans une société où on ne peut pas se passer de religion, ce type de discours. Donc que ce soit des discours, disons, laïcistes ou anticléricaux d'un côté, ou des discours au contraire pro-religieux, dans les deux cas, ils mobilisent une catégorie qui a une histoire, qui ne va pas de soi. Donc au lieu de les critiquer, en fait d'ailleurs, ou de dire ils sont faux, la question est de faire l'histoire des mutations de la catégorie religion et l'histoire des usages de la catégorie de religion.
Et en fait, en vérité, là, c'est une manière de comprendre ce que c'est que la sécularisation, puisqu'au fur et à mesure des transformations de la manière dont on parle de la religion et dont on croit pouvoir en parler, et précisément, il y a quelque chose qui se passe et qui est de l'ordre de ce que moi j'appelle la sécularisation, qui par définition est liée aux questions impériales et coloniales pour les raisons que je viens d'énoncer, puisque la catégorie d'elle-même, la religion elle-même circule grâce à ces dynamiques, et à travers ces dynamiques. Donc ceci étant dit, à partir du moment où on prend acte de la dimension construite et variable de la catégorie religion, alors religion désigne quelque chose qui est construit. Bon. Par qui, par quoi, comment. Donc on peut commencer à poser d'autres questions. Et donc racialiser la religion, c'est d'abord construire la religion elle-même, c'est la délimiter, c'est dire ce qui en est, ce qui n'en est pas, c'est en définir les signes, et par ce biais-là, un certain type de processus de racialisation intervient en rapport avec ces stratégies ou ces opérations de définition de la religion. Maintenant, à partir du moment où on prend acte ou qu'on part de cette définition-là, de cette méthodologie, par définition, on va avoir d'autres chronologies en tête. On va nécessairement partir d'un autre moment matriciel et s'intéresser à d'autres trajectoires. Je ne pense pas du tout que... ça ne m'intéresse pas de définir une origine du racisme contre une autre origine du racisme. Je ne pense pas du tout que les mécaniques ou les mécanismes de ce qu'on appelle le racisme soient épuisés par le fait de définir une origine unique et singulière. Et alors un des exemples de concepts qu'on trouve dans ton livre et qui est permis par cette approche et ces questionnements de la religion dont tu viens de parler, c'est celui d'inconvertible. Il y a un chapitre dans ton livre qui s'appelle La race et l'inconvertible, dont un extrait d'ailleurs a été publié sur Lundi Matin, et dans lequel donc tu reviens sur le cas des rares indigènes musulmans algériens qui s'étaient convertis au catholicisme. Alors ils étaient désignés comme musulmans catholiques. Et cette expression donc révèle selon toi une dimension cruciale et occultée de la race que tu cherches justement à saisir à travers ce terme d'inconvertible. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Tout se trouve dans la formulation musulman catholique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au moment où tu te convertis au catholicisme, tu demeures musulman. Bon. Donc a priori, il se passe ici autre chose que simplement du pur religieux. Si tant est que d'ailleurs ça signifie quoi que ce soit, le pur religieux. Donc qu'est-ce que c'est ? Ça signifie en fait que c'est une condition donc, qui est racialisée, précisément parce qu'on ne peut pas en sortir, on y est assigné. Une des raisons pour lesquelles on y est assigné, c'est précisément à cause des mécaniques de codification, en fait, du droit musulman, qui en fait n'existait pas comme tel, comme droit moderne, avant la colonisation, en fait. Donc, au fond, c'est le fait d'être soumis par une institution coloniale à un régime, en fait, un code, et donc à des règles, à des lois spécifiques. Donc, ici, en fait, la racialisation est en fait indissociable, elle est liée à un régime de codification de l'islam, qui en fait se déploie vraiment, mais par-delà ce à quoi comment dire, par-delà la question du libre choix. Justement, les sociétés dans lesquelles on vit considèrent qu'il y a un libre choix. Bon, c'est-à-dire la religion, on peut choisir de la quitter, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est dans une situation coloniale où on a un État colonial qui n'est pas chrétien, qui n'est plus un État religieux, donc qui est fondé sur ce que Napoléon a institué, savoir une dynamique de sécularisation par contrôle et financement des cultes, qui est un modèle de sécularisation qu'a connu la France, qui est un modèle de sécularisation impériale par définition. Et bien précisément cet État fixe et assigne un certain nombre de nationaux, puisqu'ils sont reconnus comme nationaux, à une
une appartenance religieuse dont ils ne peuvent pas sortir. Et même quand ils en sortent par la conversion, ils ne peuvent en vérité pas en sortir. Petite précision peut-être, lorsque tu parles d'un État donc, qui finance et contrôle les cultes, institués à partir de Napoléon, est-ce que tu peux préciser peut-être de quoi il s'agit? Parce que souvent en fait les gens rattachent, enfin réduisent la sécularisation à la laïcité à 1905. Est-ce que tu peux parler justement du code enfin, de Napoléon et de, de ce statut de gouvernement contrôle des cultes? Mais ça, effectivement très important. 1905 est très tardif, de fait. Et s'il y a vraiment un processus de laïcisation de la France, pour employer ce terme, c'est quelque chose qui se passe au cours du 19e siècle. Et la première forme que ça prend est effectivement une forme à travers laquelle l'État, en fait, contrôle les cultes et les réorganise. Notamment les cultes les cultes non catholiques. Il les réorganise de façon verticale, hiérarchique, avec une structure représentative. Ce qui ne va pas du tout de soi. Pourquoi est-ce que ça n'est plus, à proprement parler, un État théocratique ou chrétien, mais plus précisément parce qu'en fait les cultes sont reconnus officiellement, et plusieurs cultes sont reconnus officiellement par l'État. Donc c'est un pluralisme religieux, mais qui est un pluralisme organisé par l'État, en fait. Donc voilà, en fait, c'est simplement que le sens commun a tendance à penser que ça, ce serait quelque chose qui contreviendrait ou qui serait opposé à ce qu'on appelle la laïcité, alors qu'en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité est héritière de ce type d'institution et même de l'idée même de la constitution d'une religion en culte, et cette notion même de culte, ce que c'est qu'un culte et de la nécessité pour des religions de s'organiser comme telles, c'est quelque chose qui fait encore partie en fait de la façon dont fonctionne ce dispositif, tout simplement. Je reviens rapidement sur la notion d'inconvertible, donc, dont tu as parlé juste avant. Est-ce que tu peux dire comment elle a été liée à l'antisémitisme, notamment l'antisémitisme moderne tel qu'il s'est constitué à partir du 19e siècle, voilà, mais aussi au 20e et probablement jusqu'à aujourd'hui? Il y a deux... Alors la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut rendre justice à quelqu'un et à un livre qui est l'orientalisme d'Edward Said, dans lequel il y a un argument qui a été très peu pris au sérieux et peut-être probablement très peu pris en compte, qui consiste à dire qu'au fond l'orientalisme, surtout au 19e siècle, mais probablement avant, est quelque chose qui concerne à la fois les juifs et les musulmans, ou les arabes si on veut. Dans la mesure où ils sont tous les deux définis comme sémites. Et donc l'orientalisation des juifs fonctionne de manière comparable à la manière dont justement les musulmans sont orientalisés. À partir du moment où on part du principe que cette catégorie d'Orient ne va pas du tout de soi et qu'il n'existe pas un Orient comme ça, mais que certaines subjectivités sont orientalisées. Bon. Donc, de ce point de vue-là, il y a des composantes antisémites dans l'islamophobie et des composantes islamophobes dans l'antisémitisme. Ça circule. Et en fait, beaucoup de débats et de faux débats qu'on a viennent du fait de ne pas prendre ça au sérieux. Ceci étant dit, pourquoi est-ce que la notion d'inconvertibilité permet de comprendre, et c'est ça que j'essaie de faire, de comprendre justement ces similitudes entre deux formes de racisme qu'on considère souvent comme distincts, et bien précisément parce que si on part du principe qu'une des matrices de ces deux formes de racisme qui coexistent et qui sont en lien, une des matrices, c'est la Reconquista. Et en vérité, et je ne suis pas du tout le seul à dire ça, pourquoi est-ce que la Reconquista est une matrice possible Eh bien, précisément parce que c'est un moment à travers lequel
l'Empire chrétien d'Espagne, met en œuvre ce qu'on appelle les lois de la pureté du sang, à travers lesquelles ce qui se passe, c'est que même ceux qui sont convertis, les juifs et les musulmans qui sont convertis au christianisme, sont suspectés de ne pas être sincèrement convertis au christianisme, et donc de ne pas être pleinement chrétiens. Et la manière dont ça se manifeste, c'est qu'on dit au fond, ils ont un sang impur. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est de là en fait que vient la notion, cette idée même de sang impur. Bon. Donc l'impureté du sang est une des premières manifestations de ce qu'aujourd'hui on appellerait la race. En tout cas, c'est une des matrices possibles. Et à partir de ce moment-là, ce que moi j'essaie de dire, c'est de ne pas simplement dire c'est un déploiement du christianisme, purement et simplement, mais c'est une transformation du christianisme qui vient du fait que le christianisme va prendre la forme va se manifester à travers une nouvelle forme d'impérialité, une nouvelle structure impériale, qui est aussi une monarchie composite, comme disent les historiens, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Bref. Et c'est évidemment cet empire-là qui ensuite devient colonial à proprement parler, et ouvre ce moment du colonialisme qui probablement ne s'est jamais totalement arrêté. Pourquoi l'inconvertibilité ? Puisque précisément ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est que même si, contrairement à ce qui se passe au XIXe siècle avec le cas de l'Algérie coloniale, l'impureté du sang désigne quelque chose qui est inconvertible malgré la conversion elle-même. C'est-à-dire que même si ces sujets se convertissent au christianisme, il y a quelque chose qui demeure inconvertible en eux, selon les chrétiens de l'époque. Et cette inconvertibilité-là, qui est évidemment en partie un fantasme, je dirais, elle est en partie irréelle, mais c'est la convertibilité qu'on attribue à ces sujets convertis, et bien précisément c'est ça que j'essaie de définir comme l'inconvertibilité. Et c'est le lieu de la racialisation, c'est ce qui est vraiment racialisé, et son premier nom c'est l'impureté du sang en fait. Voilà. Il y a dans le même chapitre, là sur la race, c'est l'inconvertible, il y a un beau passage à propos du soulèvement mené par Abdelkader, contre les Français. Et tu évoques donc dans ce passage le tissu traditionnel, d'où cette résistance à la France au début de la colonisation de l'Algérie est partie, et la manière dont l'Empire français ensuite s'est appliqué à fragmenter ce tissu traditionnel en tribus, et à ne composer, à ne traiter qu'avec des tribus. Et alors, est-ce qu'il aurait été possible ou comment aurait-il été possible de plus développer donc sur cet aspect de résistance, de conspiration, ou de tentative de subversion ou de sabotage de l'ordre impérial, du point de vue de ceux qu'il a cherché à réduire, quoi, de ceux qui ont été, entre autres, victimes et vaincus, mais voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par dans quelle mesure il aurait été possible ? Ce que je veux dire, c'est parce que tu en parles dans ce passage de cet aspect de résistance à l'ordre impérial séculier, mais ça ne revient pas tellement dans l'ouvrage, où tu te concentres plutôt justement sur les méthodes, les pratiques, les transformations en termes de droit, etc., du point de vue de l'impérialité et de la sécularité. Ce que je voudrais dire, c'est en fait quel axe il faudrait suivre en fait si on voulait prolonger ce que tu as commencé à faire avec le soulèvement d'Abdelkader. C'est presque une question méthodologique, c'est ça ? Peut-être. Ok. Bon, la raison pour laquelle il y a ce moment dans le livre, c'est que moi, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la structure de ces institutions coloniales. Et j'ai une tendance à penser que les institutions ont une forme d'autonomie, c'est-à-dire qu'elles sont évidemment créées par des hommes, mais au bout d'un moment,
elles se transmettent de génération en génération, donc elles conquièrent une forme d'autonomie, d'une certaine manière qui est relative évidemment, vis-à-vis de ceux qui les ont justement instituées. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les institutions coloniales de ce point de vue-là, comme des formes, comme des structures. Donc mon but n'est pas c'est une question de point de vue, de choix méthodologique. C'est avant tout ça qui m'intéresse. En revanche, il était impossible, à mon sens, de comprendre comment elles se construisent, ces institutions, sans comprendre leur dynamique contre-insurrectionnelle, c'est-à-dire à quoi elles répondent. Et ce à quoi elles répondent, c'est à différentes formes de résistance. En fait, Abdelkader, évidemment, une des figures les plus connues, mais en fait, il y a eu des multitudes d'autres résistances, et l'institution du pouvoir colonial est tout le temps quelque chose qui se fait en relation à ces formes de résistance, précisément en les écrasant. Maintenant, donc déjà la première chose qu'il faudrait faire, c'est de démultiplier le travail d'archives et de comprendre en fait quelles ont été ces insurrections et de comprendre leur langage. Il faut, à mon avis, être tout à fait clair sur le fait que la plupart du temps, ce sont des langages qui sont justement théologico-politiques ou spirituels, et qu'en fait, en vérité, il y a potentiellement un tabou concernant ces formes-là, puisque au vu du contexte actuel, on peut croire que, je sais pas, on voudrait réactiver ces formes, etc., ce qui n'est pas du tout, à mon sens, ce qu'il faudrait faire ou ce que moi j'ai envie de faire. En revanche, pour les prendre au sérieux et simplement comprendre ce qui s'est passé historiquement, on est obligé de réviser la manière dont on pense les rapports entre politique et religion, puisque ces catégories elles-mêmes, ayant des formes variées selon les espaces-temps, précisément, il faut faire un travail de compréhension de ce qui se passe, des langages qui ont été les langages de la résistance à ce moment-là. C'est pour ça que je cite un certain nombre de phrases d'Abdelkader, pour plusieurs raisons, à savoir que le langage de la résistance est un langage qui est à la fois poétique, mystique, qu'il écrit une lettre à Bugeaud où il file une métaphore et il compare lui-même sa propre résistance à une vague. Et en fait, moi, j'ai toujours été frappé par le fait que le langage qui est déployé excède totalement les limites de ce qu'on appelle la politique aujourd'hui. Et je pense que quand des types comme Bugeaud ont lu ce genre de phrases, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait compris ce qui se passait. Donc il y avait une forme de déstabilisation qui est liée au fait qu'il y a un autre langage en fait qui se déploie. Je suis même pas sûr qu'on puisse encore parler ce langage-là. Il est très clair que y a quelque chose qui s'est perdu de ce qui se passait à ce moment-là, ce qui était possible à ce moment-là. Donc c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, l'autre chose, c'est que... Juste peut-être une précision, je t'interromps, pardon, mais donc Bugeaud, c'est le général de l'armée française qui est l'ennemi d'Abdelkader à ce moment-là, et c'est à lui qu'il envoie cette lettre. Et donc il m'a paru important de montrer au fond que ce qu'il y avait derrière en fait les grandes catégories coloniales dont on est encore les héritiers, c'est-à-dire le fanatisme. Et qu'est-ce qu'il y a derrière en fait cette catégorie, puisque c'est la manière dont on définit Abdelkader, en fait potentiellement toute résistance à l'ordre colonial. C'est comme ça qu'on la disqualifie en disant c'est du fanatisme. C'est aussi comme ça qu'on essaie de limiter, voire d'interdire les conversions, puisque précisément on ne veut pas provoquer le fanatisme des Arabes et des musulmans, en gros, de ce qu'on appelle ainsi. Donc on voit que les questions coloniales, les questions de racisme se déploient en fonction de la manière dont la politique et la religion, et le nouage entre politique et religion, non seulement pensé, mais identifié. Bon. Et donc fanatisme fait partie de ces catégories. Donc c'était important à un moment donné de dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette catégorie ? Voilà. Et derrière cette catégorie, il y a un certain type de langage, il y a une certaine jonction, non pas seulement entre politique et religion, c'est vraiment la manière la plus creuse de le dire au fond, ça. Mais une certaine... certain maillage, en fait, un certain tissu à travers lequel il est impossible de distinguer, par exemple, nous, ce qu'on appellerait la science, la mystique et la politique. Tout ça est complètement imbriqué, des liaisons, en fait, qui font que c'est très difficile
de même procéder à partir de ces catégories. Si on veut vraiment comprendre ce qui se passe, il faut qu'on change en fait, il faut qu'on fasse exploser ces catégories elles-mêmes. C'est pour ça que je pense qu'il y a une différence entre dire « Ah, vous voyez, ces registres sont confus », ce qu'on dit toujours, et de dire « Non, non, c'est parce que vos catégories même de la politique et de la religion sont en fait en train d'être dissous, précisément. » Et qu'il faut complètement les repenser, puisqu'en fait, ce sont des opérateurs extrêmement faibles. Voilà. Donc c'est pas la même chose, c'est pas une question de confusion, c'est plutôt une question de bouleversement de ces catégories elles-mêmes. Et alors, l'idée qu'il y a eu un certain désenchantement du monde lié à la sécularisation qui a pu accompagner les menées coloniales et leur logique extractiviste, aujourd'hui, avec voilà, tout le souci écologique, etc., ça peut se comprendre assez bien. Mais est-ce que tu pourrais expliquer en quoi il ne s'agit pas, dans ton livre, d'un simple reflet idéologique ou d'un processus qui aurait eu lieu seulement ou principalement au niveau de la théorie et de l'histoire des idées? Je sais pas, à cause de tout ce dont on a parlé, ça me paraît correspondre à des pratiques assez concrètes, tout ça. Bien sûr, oui, oui, mais je pensais surtout à... je pensais pas tellement par rapport à ce dont on a parlé jusqu'ici, je pensais plutôt au fait que ton livre contient beaucoup de développement sur le droit, sur l'évolution du droit, sur enfin, la pensée politique. Et je voulais seulement t'interroger en fait sur cette articulation entre cet aspect qu'on pourrait dire théorique et enfin, des opérations bien concrètes à un niveau autant policier, de pratiques de contrôle gouvernemental, de division d'espace, etc., mais aussi industriel, enfin, voilà, lié au charbon, etc., quoi. Ce sont les mêmes acteurs, voilà. C'est comme ça qu'on peut commencer. Ce sont les mêmes acteurs. C'est pour ça qu'en fait, j'en suis arrivé à déployer cette autre ligne argumentative, mais qui est liée évidemment, qui concerne les questions d'extractivisme, pour une raison assez simple en fait. Hein. C'est que les acteurs de la politique coloniale, et notamment de la codification, de l'institution juridique de ce qu'on appelle l'indigénat, sont saint-simoniens dans leur majorité, et dans leurs écrits, la question coloniale, la justification de la colonisation, est complètement liée à leur projet industrialiste. Donc c'est la même chose pour eux. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de séparation en fait. Est-ce que tu pourrais préciser donc sur ce projet des Saint-Simoniens, de quoi il s'agit? Alors le projet des Saint-Simoniens, déjà ce qui est important dans le fait de partir en fait enfin, de prendre au sérieux cette histoire-là, c'est qu'évidemment ça montre qu'il y a une certaine histoire de la gauche qui en fait devient coloniale, extractiviste, industrialiste, etc. Puisque c'est un groupe qui se dit socialiste, ou en tout cas qui a été caractérisé comme tel, mais qui en fait naît de la philosophie de Saint-Simon, qui en fait à la base n'est pas vraiment une philosophie de gauche a priori, mais qui est héritée de la Révolution française et donc qui prétend continuer la Révolution française de manière justement industrielle. En organisant la société d'une certaine manière, et non pas d'un point de vue strictement politique, au sens restreint du terme. Donc c'est comme ça que ça naît, et en même temps, c'est une doctrine qui, immédiatement, n'est pas réductible à la simple sphère des idées, puisqu'en fait, ça influence non seulement des mouvements sociaux, ça influence le marxisme en vérité, l'idée même de l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est une idée saint-simonienne. Et en même temps, de l'autre côté, il y a énormément d'ingénieurs en fait qui vont devenir saint-simoniens. Et ces ingénieurs vont avoir c'est des discours qui circulent et qui en fait informent des pratiques, ce type de discours-là.
idem concernant le devenir colonial de cette doctrine, qui se fait après, en gros, vers 1833, d'abord en Égypte, puis ensuite en Algérie, et où il y a une articulation, tout simplement, entre ces discours et les pratiques. Je vais revenir à la même chose, c'est-à-dire, par exemple, l'indigénat. Le Napoléon III, en fait, sous le Second Empire, a un conseiller principal qui s'appelle donc Ismaël Urbain, et ses écrits sont la source directe de la politique coloniale elle-même, et en fait vont complètement informer la construction juridique de l'indigénat lui-même. Donc, on peut rétorquer, non mais attendez, ça c'est un mouvement absolument marginal que tout le monde a oublié, etc. Oui, mais tout le monde l'a aussi oublié précisément parce qu'il était extrêmement influent politiquement, et qu'à partir de ce moment-là, en fait, il a été complètement décrédibilisé, il est mort avec les institutions qui l'avaient d'une certaine manière incarné. Cette institution, c'est le Second Empire. Donc en fait, ce qu'on appelle la République en France est héritière en fait de ce moment-là, mais en fait a complètement recouvert et effacé cette source. Quelqu'un comme Auguste Comte, par exemple, est aussi complètement héritier du saint-simonisme, tout simplement parce qu'il était en fait lui-même secrétaire de Saint-Simon. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on a affaire à des mouvements qui font circuler les idées de manière différente, les idées de l'époque de manière différente, tout simplement parce que c'est des personnes qui à la fois produisent des textes et qui, en fait, ont un pouvoir, en fait, institutionnel sur ce qui se passe, en fait. Voilà. Et surtout, effectivement, comme tu l'as rappelé, au niveau du droit. Après, le rapport, par exemple, ce que les Saint-Simoniens appellent l'association, donc qui est un modèle qui n'est pas simplement colonial, mais évidemment, dans le cadre de l'Algérie, ça va définir un modèle d'organisation de la colonie qui est en fait pas la même chose que l'assimilation. Et que moi, je compare à une forme d'apartheid, en fait, qui est vraiment une ségrégation spatiale. Cette idée d'association, il ne faut pas voir ça comme si c'était quelque chose qui donnait lieu à tout ce qui se passe. Pas du tout. Ça fait partie de conflits. Il y a les militaires, en fait. Il y a un gouvernement militaire qui, eux, ont leur propre agenda, qui n'est pas du tout le même que celui des Saint-Simoniens, mais il va y avoir un moment où, au fond, la notion d'association va essayer de formaliser des pratiques de gouvernement militaire et d'en donner un modèle plus, si tu veux, plus schématique que ce qui est déjà, que ce qui vient en place. Donc en gros, ces idées formalisent des pratiques déjà à l'œuvre, et en retour, elles vont informer ces pratiques elles-mêmes, non seulement dans un processus d'institution du droit. Voilà. Alors qu'avant, ces pratiques n'avaient pas forcément de cadre juridique stable. Voilà. Et donc, concernant cette notion d'impérialité et l'usage que tu en fais, euh, donc, selon toi, les formations impériales, qu'on dirait impériales des époques qui précèdent la modernité occidentale, donc ce qu'on appelle habituellement, je sais pas, l'empire arabe, les empires chinois, empire perse, mongol, etc., en fait, ne te paraissent pas relever d'une impérialité comparable à celle qui a propagé l'ordre de sécularisation sur la Terre. Et par conséquent, entre autres, il te semble impropre ou pas pertinent de parler de colonisation arabo-musulmane du Maghreb, par exemple, du moins tant que ce terme implique une sorte de mise en équivalence. Alors, est-ce que tu peux préciser ce point qui est souvent problématique, y compris au sein des forces donc, qui entendent s'opposer au colonialisme tel qu'il perdure? Alors, il y a plusieurs questions, plusieurs strates, donc je vais commencer par la première. Donc, quelle est la singularité de l'impérialité occidentale par rapport à d'autres formes de structure impériale? Bon, question complexe. Mais effectivement, le livre essaie de donner au moins un élément de réponse. L'idée, c'est que l'impérialité occidentale est spectrale, fondamentalement, puisque au moins depuis ce qu'on schématiquement on appellerait la Renaissance,
l'impérialité est spectrale dans la mesure où, en fait, il n'y a pas d'unité impériale à proprement parler en Occident. Puisqu'il y a un empire, mais qui ne recouvre pas la totalité du territoire de l'Europe, enfin de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Europe occidentale, l'Église romaine et les royaumes, les monarchies. L'idée, c'est de montrer que l'impérialité, ici, désigne un titre que chacun revendique. L'Église le revendique contre l'Empire le revendique contre l'Église, les monarchies éventuellement contre l'Empire et l'Église. Donc chacun veut devenir empereur en son royaume, en l'occurrence, pour reprendre et devenir empereur en son royaume, c'est se poser comme l'héritier de Rome. Donc ça singularise très clairement une forme impériale qui en fait n'est pas un empire, qui échoue toujours, et systématiquement et constamment à effectivement être un empire. Ce qui fait que je ne dis absolument pas qu'on pourrait dire, par exemple, enfin je ne dis absolument pas, pardon, qu'il y aurait une sorte de domination globale qui serait un empire. Il n'y en a plus. Précisément, la singularité de l'histoire coloniale et de l'impérialité occidentale, c'est précisément ça. C'est pour ça que c'est en fait l'absence de l'empire, mais la permanence de l'impérialité que permet justement la mort de cet empire et l'impossibilité d'un empire unifié, en fait. Voilà. Et la singularité du colonialisme, elle vient de là, puisque pour moi, le colonialisme, en fait, fragmente et dissémine cette impérialité elle-même. Pourquoi est-ce qu'elle la fragmente ? Précisément parce que il y a une fragmentation qui est liée au fait que ces différentes forces qui revendiquent l'impérialité les unes contre l'autre, précisément, elles se fragmentent dans le sens où elles ne vont pas dans le sens d'une unité. Ce qui veut dire aussi qu'elles se territorialisent d'une nouvelle manière, qu'elles dessinent leurs frontières de manière plus insistante, de façon plus fixe, tout simplement, elles fixent leurs frontières en vérité. Et pourquoi est-ce qu'il y a un phénomène de dissémination qui va de pair avec ce phénomène de fragmentation ? Précisément parce que ça se dissémine aux quatre coins du globe. Et ça, c'est quelque chose qui se passe précisément à partir du XVe siècle. Voilà, c'est ça mon schéma, ou le paradigme, si tu veux, à partir duquel j'essaie d'analyser ce qui se passe. Et pour moi, en fait, à partir du moment où on singularise, on spécifie que c'est de ça dont on est en train de parler, et que c'est ça que signifie l'impérialité spécifique de l'Occident, qui est donc une impérialité coloniale, alors on doit bien voir qu'il y a quelque chose qui est singulier et qui en fait n'a pas eu lieu avant. Voilà. C'est pour ça que je n'utilise pas le terme d'impérialité dans un sens général, parce que je l'utilise à la fois pour dire, certes, il y a quelque chose de commun aux différents empires, mais immédiatement, à partir du moment où on reconnaît ça, ce qui est le plus important, c'est de comprendre ce qui s'est passé de singulier à partir de l'Occident, et de cette dissémination, si tu peux. Ça me fait un peu penser à la manière dont dans Tikkun, notamment dans un texte de Tikkun, il y a donc l'usage du terme l'empire, qui là est bien sûr en un sens assez, enfin qui est pas exactement le même que le tien, donc puisque, enfin voilà, l'empire est pensé plutôt comme une forme qui advient ou qui se révèle surtout après la faillite des États modernes, donc, notamment qui se met à apparaître comme évidente là ces 20-30 dernières années après la chute du bloc soviétique. Et alors malgré toutes les différences entre les deux usages d'empire, impérialité, etc., il y a quelque chose qui me fait penser à ce qu'ils écrivent, c'est cette idée que les empires se déploient à partir de... Enfin, l'impérialité se déploie à partir de l'impossibilité de l'empire. Et notamment, je peux te lire un des aphorismes, je sais pas comment appeler ça, de l'introduction à la guerre civile, donc qui est un des textes de Tikkun II. L'histoire de l'État moderne est l'histoire de sa lutte contre sa propre impossibilité, c'est-à-dire de son débordement par l'ensemble des moyens déployés pour conjurer celle-ci. L'Empire est l'assomption de cette impossibilité, et par là aussi de ses moyens. Nous dirons pour plus d'exactitude que l'Empire est le retroussement de l'État libéral. Bon, ensuite, il y a plusieurs gloses en fait, pour expliquer en quel sens on entend retroussement.
Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je connais pas ce texte. Et je suis pas du tout influencé par Tikkun. Ça n'est pas du tout ça n'est ni ma base théorique, ni vraiment une influence. Euh, Je peux peut-être en dire plus sur pourquoi ça n'est pas du tout une influence et que je m'inscris pas du tout dans cette tradition-là. Je m'inscris dans une autre tradition dont je pense que j'aimerais bien parler. Avant ça, je vais peut-être répondre, mais là, je peux que répondre à chaud puisque je ne connais pas cette citation. Ça me rappelle Negri, même si c'est différent. Et pour le coup, ça, je le connais mieux, mais ça me rappelle ces débats, évidemment. Bon, moi, ce que j'ai à dire sur ces débats, c'est qu'en fait, cette idée selon laquelle il y aurait eu un déclin de l'État-nation, et que donc, la manière dont on qualifie les formes de pouvoir qui sont censées émerger à partir de ce déclin de l'État-nation, donc on saute sur la métaphore impériale. Bon, ben, ça me paraît à peu près compréhensible, puisque ça présuppose en fait un schème, un récit que je remets en cause, qui est un récit classique dans lequel on a en fait empire, donc ça c'est censé être médiéval, ensuite mort de l'empire, État-nation, et donc évidemment, puisque on se dit ah maintenant l'État-nation est en déclin, donc comment on va qualifier ce qu'il y a après, on va essayer de trouver ce qu'il y a avant et de s'inspirer des formes qui étaient soi-disant pré-modernes ou qui précédaient l'État-nation pour qualifier éventuellement la nature de ce qui se passe après. Bon, c'est évident, évidemment, dans tout schéma, quand on a ce type de schéma avec des successions, c'est très tentant d'aller voir avant pour comprendre l'après d'une séquence, quoi. Or, si on part du principe que l'impérialité a toujours hanté, habité la forme de l'État-nation ou de l'État territorial moderne, en fait, cette possibilité-là, ce schéma, en fait, est complètement remis en cause. C'est pour ça qu'en vérité, il y a toujours eu, à mon sens, une coexistence entre l'État-nation moderne et une certaine forme d'impérialité. Donc c'est pour ça que malgré les proximités apparentes, cette question de l'impossibilité, effectivement, là, il y a quelque chose qui se joue, même si je réagis à chaud. En revanche, j'aurais tendance à dire que l'impérialité, en fait, fait partie même du déploiement de l'État-nation moderne, tel que, même dans sa phase ascendante, quoi. Voilà, précisément. Pour remettre en cause cette opposition entre l'État-nation territoriale et la forme impériale. Précisément, c'est cette opposition-là qu'il faut remettre en cause. Et cette opposition-là, c'est l'objet du dernier chapitre du livre. On la trouve, même si c'est pas un thème extrêmement connu, mais en fait, on la trouve, cette opposition entre donc l'État-nation ou la territorialité moderne et la forme impériale médiévale, on la trouve en fait dans des textes très connus de théorie politique. Quand Foucault formule la notion même de gouvernementalité, il présuppose ce récit, donc il dit l'Empire est bien mort, c'est la mort de l'Empire. Et donc la gouvernementalité est liée à l'émergence du colonialisme et en gros de ce qu'on appellerait l'État-nation, mais bon, lui précisément, la gouvernementalité, comme on sait, enfin comme beaucoup savent, c'est aussi une manière de comprendre la territorialité sans mettre, disons, la souveraineté de l'État-nation au centre. Mais chez Arendt, justement, cette opposition entre, là pour le coup, elle, c'est plutôt l'opposition entre impérialisme et empire, mais à chaque fois est présupposée, en fait, cette opposition-là, et cette idée selon laquelle quelque chose de l'empire est mort, c'est la fin de l'empire. Voilà. Et même les théorisations classiques du colonialisme, qui posent 1492 comme une rupture nette, présupposent en fait cette vision en fait de l'histoire, si on veut, qui me paraît en fait problématique, ou en tout cas j'essaie de remettre en cause. C'est une des raisons pour lesquelles j'utilise cette notion d'impérialité. Il y a quelque chose qui reste de l'empire après sa mort, si tu veux. Ah oui, et concernant les bases théoriques et à partir desquelles cette critique se fait, c'est vrai que moi j'ai construit tout ce propos-là en me connectant à des traditions qui ont été très très peu introduites en France, ou qui ont été introduites, mais toujours plus ou moins marginalisées, pour des raisons qui, à mon avis, ont trait en fait à la structure de la France et à ce dont on est en train de parler depuis le début, à savoir le fait que très peu de gens, même à gauche, même à la gauche de la gauche, digèrent en fait la guerre d'Algérie, et qu'en fait, même inconsciemment, reproduisent en fait ces logiques-là, évidemment raciales,
très spécifiquement liées aussi à des questions de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamophobie, mais qui en fait ont des conséquences évidemment aussi épistémiques. Donc moi j'ai beaucoup lu Edouard Saïd, aussi Talal Assad, Frantz Fanon évidemment aussi fait partie des auteurs qui m'ont inspiré, mais contrairement à ce qui se passe en France, je l'ai toujours connecté à d'autres auteurs qui évidemment produisent des choses surtout en langue anglophone et qui viennent de différentes régions du monde, d'Asie du Sud mais aussi du Moyen-Orient et plus généralement d'Asie si on veut, et qui effectivement ne sont pas du tout introduits en fait ici, d'où le caractère peut-être un peu déconcertant de certaines assertions en fait, puisqu'elles se font en dialogue avec ce type de débat. Maintenant, je disais, je ne connais pas en fait cette phrase que tu as citée, dans la mesure où il y a aussi quelque chose que j'ai toujours vu à l'œuvre, même si c'est de loin, à travers cette tradition intellectuelle et militante qui existe en Europe, en France, et en Europe, et ailleurs. C'est ce langage de la messianité sans messianisme, pour reprendre la formule de Derrida, qui est quelque chose qui vient plus ou moins de Benjamin, mais pas que, et qui me paraît être une invention théorique très intéressante du XXe siècle, qui se fait plus ou moins à l'intérieur d'un certain marxisme qui est très conscient de remettre en cause la téléologie hegelienne. Donc c'est très intéressant, tout ça est intéressant, mais ça me paraît être encore une critique très occidentale de l'Occident, en fait. Puisqu'il est toujours dans cette espèce de régime et de langage biblique que dans certains articles, pas forcément dans le livre, mais il y a notamment un article sur Marx, dans Actuel Marx, qui parle de ces rapports entre critique du ciel et critique de la terre, où j'essaie de montrer, ou de poser la question de savoir à quoi ressemblerait le marxisme, et surtout une critique du capital, qui ne partirait pas de l'idée selon laquelle la critique de la religion serait le fondement de toute critique. Parce qu'à mon avis, cette critique de la religion est liée à un concept, qui est le concept de religion, qui en fait ne va pas du tout de soi. À partir du moment où c'est une construction eurocentrique et européenne, si on la remet en cause, qu'est-ce qu'il en reste ? Bon. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte en analysant les textes de Marx à partir de là, en fait, il y a eu un moment où en fait, le langage messianique est devenu un langage militant et littéraire. Et ça, c'est une dynamique de sécularisation qui se passe, qui est formalisée par Marx dans l'introduction de 1844, là où il parle de la religion comme opium du peuple. Donc on voit qu'en fait, d'un côté, cette espèce de forme d'anticléricalisme qui est devenue une sorte de banalité. Hein. La religion, c'est l'opium du peuple, qui chez Marx, c'est une phrase très complexe en vérité, et qu'en général, on ne comprend pas. Quand on dit « Ah oui, moi je pense que la religion, c'est l'opium du peuple », etc. Bon. Marx, en fait, en disant ça, il est en train de remettre en cause justement l'athéisme de son propre temps. Bon. Mais ce qu'il fait contre l'athéisme de son propre temps, c'est qu'en fait, il déploie une autre forme d'athéisme, qu'il appelle l'athéisme pratique, mais qui en fait est lié à une forme de théologie de la libération, ou plutôt c'est lié à un langage, à l'investissement d'un langage biblique, messianico-biblique, qui est en même temps un langage littéraire, c'est-à-dire ça lui permet d'écrire d'une certaine manière, de créer des effets de style. Voilà. Et ça, en fait, on est encore pris dans ce langage, même quand on croira critiquer le pouvoir, l'hégémonie, etc. Et donc, moi, j'essaie de chercher autre chose, ou en tout cas, j'ai pas d'hostilité envers ce type de langage. En revanche, j'ai pris délibérément une forme de distance à l'égard de ce langage. Je vais lire un passage de l'introduction de ton livre. Et est-ce que tu pourrais préciser l'idée qui est exprimée dans ce passage, enfin, voilà, la commenter si tu veux, et en particulier la dernière phrase. En séparant le rituel et la foi, la modernité n'a pas donné lieu à un primat de la croyance sur les pratiques, elle a bien plutôt ouvert la voie à deux possibilités. Au développement d'une foi sans pratique et d'une pratique sans foi. La sécularisation se déploie comme la double naissance de croyances abstraites de toute pratique éthique et rituelle, mais aussi de rites formels et dénués de foi ou d'éthique. Ainsi, la prolifération des orthopraxies et des formalismes religieux est-elle un visage non de l'archaïsme ou de l'essence oppressive des religions, mais de la sécularisation elle-même. Il y a plusieurs choses. Déjà, cette phrase essaie d'opérer une double critique. En fait, ce livre, c'est pas forcément très apparent, puisque pour des raisons
euh, plus ou moins problématiques quand certaines personnes ont vu le livre et ont essayé Enfin, je sais pas quel est le degré de lecture des personnes qui ont eu cette réaction-là, mais probablement le nom, le fait de s'intéresser à la sécularisation. L'idée, c'était de se dire, ah bon, là, il y a une tentative de réhabilitation de quelque chose, etc., ou de la religion, etc. Alors que, en vérité, le fait de redéfinir la catégorie de sécularisation, pour moi, c'est opérer une double critique, à la fois de ce qui se présente comme laïque et de ce qui se présente comme religieux. Donc, en fait, des deux côtés. Puisqu'en vérité, la sécularisation est quelque chose qui a, en fait, transformé ce qu'on appelle les religions de l'intérieur. On les a bouleversées. Au fond, toute forme religieuse contemporaine est transformée par ce qu'on appelle la globalisation de la modernité. Donc même les formes de politisation du religieux se politisent à travers des formes qui sont modernes. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on ne peut pas expliquer une nouvelle forme de politisation de n'importe quelle religion qui voudrait se politiser à travers l'investissement de l'État moderne, sans précisément analyser la singularité de ce que c'est que l'État moderne, et comment l'importation de l'État moderne dans certains pays va déterminer les modes de politisation. On parle parfois, par exemple, on parle de l'Inde, on va parler de l'hindouisme. Bon. Mais on n'a pas affaire à l'hindouisme en tant que tel, on a affaire à la nationalisation de l'hindouisme. Or, le signifiant de la nation, il vient pas de nulle part, et il vient pas de l'intérieur de l'hindouisme. Donc la nationalisation de l'hindouisme est une modalité de ce que j'appelle la sécularisation. Et c'est des choses qui se sont passées en Occident. Il y a tout un chapitre sur la Prusse et l'Allemagne qui consiste à montrer qu'en fait, il y a eu une nationalisation du protestantisme et c'est la voie, c'est la manière à travers laquelle il y a eu une sécularisation de ce pays. En Angleterre, c'est plus ou moins comparable. Puisqu'en fait, alors ça, d'un point de vue français, évidemment, c'est pas du tout compris, puisqu'on a notre petit schéma de, soi-disant, il y a une séparation qui en plus n'existe pas vraiment en France. Et on se dit, ah, dans ces pays-là, ils sont encore religieux, donc ils sont pas vraiment laïcs. Donc ça, c'est vraiment le point de vue de base, un peu franco-centré, comme ça, de ce qui se passe ailleurs. Même à l'intérieur de l'Occident, je veux dire. Alors que non, pas du tout. C'est simplement qu'il y a une sécularisation qui se passe à l'intérieur de la religion, et en fait, c'est plutôt ça le modèle dominant. C'est plutôt la France qui a un modèle exceptionnel de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Par d'autres aspects, c'est un modèle qui est paradigmatique, notamment le Code civil, vu l'influence que le Code civil a eu dans le monde. Bref, pour reconnecter sur la phrase, donc c'est une tentative de faire une double critique. Plus spécifiquement, ça consiste à montrer que, donc, comme je disais, deux pôles d'une opposition, la soi-disant opposition entre ce qui serait laïque et ce qui serait religieux, en fait, les deux pôles sont transformés, sont constitués par ce que j'essaie de nommer sécularisation. Alors, rite et foi, foi et rite. Il y a une analyse, une définition qui est souvent une critique de la modernité libérale dans certains courants qui m'ont inspiré, mais avec lesquels je ne suis pas tout à fait en accord. Ça consiste à dire, ce qui est problématique dans l'Occident moderne, c'est justement cette tentative de privatiser la religion. Bon. Ça suppose de dire, donc ça c'est pas vraiment mon argument en fait, ça suppose de présupposer que la notion, la représentation moderne de la religion disons, si on veut dire l'Europe industrielle et moderne, c'est le fait de réduire la religion à la croyance privée. Donc on trouve ça chez un anthropologue qui s'appelle Tal al-Assad. Je pense que Latour parfois énonce des choses similaires. C'est assez commun chez beaucoup d'anthropologues et de médiévistes, en fait. Et alors, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que ça n'est qu'un aspect du problème. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est pas seulement qu'il y a cette espèce de primat de la croyance sur les pratiques, donc cette idée qu'on peut être religieux simplement en croyant, mais sans forcément pratiquer. Je dis, il y a un autre pôle. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a à faire, c'est qu'on a affaire à la séparabilité entre la foi et les pratiques. Ça veut dire que d'un côté, on peut croire sans pratiquer, mais ça veut aussi dire qu'on peut pratiquer sans croire. Et en fait, cette phrase consiste à montrer que la formalisation des pratiques, le fait d'avoir un surinvestissement de la pratique comme telle, et de faire même de la pratique un signe d'appartenance comme telle, quelle que soit la façon dont elle est investie d'un point de vue
du point de vue de ta propre intimité, ça fait tout autant partie, c'est une autre face en fait de la modernité séculière, si on veut. Exemple. Il y a un exemple qui est très peu connu. On pourrait reprendre Napoléon, mais j'aimerais bien qu'on parle d'autres exemples. Il y a un exemple qui est intra-européen, en fait, qui est très marginal, qui a été complètement oublié, qui est le moment de l'union des églises de Prusse. Donc, on comprend pourquoi ça a été oublié. Bon, vers 1817 en Prusse, donc l'État prussien met en œuvre en fait une réforme ecclésiale qui s'appelle l'union des églises. C'est une union qui a pour vocation de trouver un point commun aux différentes confessions, en l'occurrence protestantes. L'une est réformée, on appellerait ça calviniste, l'autre luthérienne. Bref. Pourquoi je dis ça ? En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a affaire à quelque chose qui vient de l'État, qui essaie d'unifier des chrétiens sur la base d'une idée un peu vaste, beaucoup plutôt large de protestantisme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'État prescrit un culte, prescrit un rituel. Et tous ceux qui se conforment au rituel, à la liturgie, donc pratiquent d'une certaine manière, font partie de cette union, quel que soit ce qu'ils croient. Et ça, c'est une manière d'unifier, même à minima, des chrétiens dans une unité plus vaste et de les faire tout simplement appartenir de plus en plus à la nation, en fait. Donc là, on a affaire à un certain modèle de sécularisation qui passe par cette possibilité de séparer les deux. Et donc là, je précise ce point, puisqu'évidemment, c'est pas du tout un modèle qui nous est familier, pourtant c'est un modèle disponible, d'accès, si tu veux, à la modernité, qui est de dire, pratiquer selon la liturgie que l'État prescrit, et ça suffira à vous faire appartenir à la communauté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, parce que c'est ce que j'essaie de qualifier comme une formalisation des pratiques. Évidemment, la phrase a aussi des résonances non européennes, si on veut. Ouais. Mais c'est une manière de dire que ce qui est parfois critiqué comme soi-disant archaïque, est en fait, effectivement, tout à fait moderne, ou en tout cas fait partie de la modernité. Voilà. Et alors pour prolonger justement sur cet aspect concernant plus précisément l'islam et ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamisme ou l'islam politique, il y a un point sur lequel tu pourrais peut-être revenir et sur lequel, à propos duquel je vais lire un passage qui essaie d'expliciter le lien entre sécularisation et les formes contemporaines d'islam politique. Donc c'est page 245 de ton livre. La sécularisation est un renforcement du contrôle de l'État sur les institutions religieuses. Il est impossible pour cette raison de limiter à l'Europe l'analyse de la sécularisation impériale. Celle-ci a largement participé à transformer de l'intérieur la tradition islamique et à transformer le sens même de ses concepts centraux. L'islamisme est un rejeton tardif de ces processus d'étatisation de la tradition islamique que la sécularisation impériale a elle-même suscité. Donc tu veux que je commente cette phrase ? Oui, effectivement. Il y a plusieurs éléments en fait qui sont présupposés en fait par cette phrase. Des éléments, je veux dire empiriques, quoi. Donc peut-être qu'il faut que je les redécrive, les redéploie. Alors la première chose qui en fait poursuit ce que j'avais déjà dit tout à l'heure, c'est de prendre très au sérieux le fait que l'État moderne, la forme de l'État moderne est une forme spécifique. Voilà. La dynamique de centralisation, par exemple, est quelque chose de spécifique. Donc les formes d'État, parce que souvent, il y a une objection qui consiste à dire « Non mais attendez, il y a eu des États avant, hors d'Occident, etc. » Et c'est très clair, simplement, on n'a pas affaire à des États modernes, à des États-nations modernes. C'est une autre forme. À partir du moment où on pense que l'État moderne définit une forme spécifique, il faut s'intéresser à ce que son importation produit sur
disons les mondes non européens, pour le dire de façon large. Pour le cas spécifique de l'islam, ou de la dite tradition islamique, il y a un phénomène assez précis que j'ai en tête que j'avais en tête quand j'ai écrit cette phrase, qui est la dynamique de codification du droit islamique. Bon. Même la notion de droit musulman ou de droit islamique ne va pas de soi, en fait. Il y a vraiment un travail à faire sur les catégories. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on dit droit, c'est d'ores et déjà problématique, puisque le modèle du droit qu'on a en tête est un modèle européen et en fait relativement récent. Et ce modèle, grosso modo, c'est celui du code civil. Donc en fait, un code, des articles de loi. Bon. Donc c'est fixé dans un texte qui fait autorité. La manière dont existait le soi-disant droit musulman avant la colonisation n'est pas du tout sous la forme d'un code. Ce sont des pratiques, il y a certaines sources textuelles, mais qui ne prennent pas la forme d'un code, et ce sont un ensemble de pratiques éthico-juridiques. Je pense que c'est beaucoup plus juste de les qualifier ainsi que de dire que c'est un droit. Donc, pour le dire simplement, il n'y a pas de droit musulman avant que l'Europe arrive dans le monde, soi-disant, dans les mondes musulmans. Il n'y en a pas, en fait. Donc c'est une création récente et moderne, le droit musulman en tant que tel, dans sa forme actuelle. Avant, on a affaire à des pratiques qui, elles-mêmes, ont une certaine forme d'autonomie par rapport au gouvernement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, même dans un cas colonial comme l'Algérie, l'État français codifie ces pratiques musulmanes et en font, en fait, un droit islamique, et en fait, l'applique aux populations en le codifiant, sur le modèle du Code civil. En fait, l'État colonial lui-même qui applique, si tu veux, la charia comme un code, et donc la transforme complètement de fond en comble. Et c'est même ça qui est en fait au fondement du statut personnel, puisque c'est le fait, en tant que sujet colonisé, d'être régi par ces lois recodifiées par l'État colonial, qui en fait fait de nous des indigènes. Voilà. C'est ça qui fait du sujet un indigène. C'est le fait d'être soumis en fait à cette codification du droit musulman. Donc ça c'est le cas, c'est un cas paradigmatique dans la mesure où c'est vraiment un cas où ça se déploie à travers une colonisation de peuplement ultra violente. Mais si on prend l'exemple de la Turquie, par exemple, où c'est un cas semi-colonial, parce qu'il n'y a pas de colonisation, en fait, réellement, de l'Empire ottoman, et surtout pas, évidemment, de colonisation de peuplement, ça va de soi, il y a une dynamique qui est comparable. Elle est comparable dans la mesure où il y a une dynamique de centralisation de l'État, et ce, même avant que l'Empire ottoman explose et que ça devienne la Turquie moderne. Il y a une dynamique de centralisation qui fait que justement certaines institutions qui étaient plus autonomes par rapport au gouvernement vont en fait être intégrées à l'appareil d'État, au corps de l'État lui-même en fait. Il y a donc, quand je déploie cet argumentaire, je m'inspire vraiment d'un courant en fait, islamologique qui est majoritairement anglophone en fait, et qui est très peu introduit en France, mais je veux dire, simplement pour dire, ça fait partie de recherches en fait collectives en fait, tout ça. Pour cette raison, cette dynamique de codification a en fait transformé ce qu'on appelle le droit islamique, même dans les pays musulmans eux-mêmes, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième, c'est la conséquence, en fait, de cette ligne argumentative et de cette manière d'analyser les choses, puisque à chaque fois qu'on a affaire à l'existence du droit musulman comme un code qui appartient au corps de l'État et que ces États sont des États-nations, on a affaire à un phénomène qui est extrêmement récent et qui hérite tout autant de l'Europe et de la colonisation que de la tradition musulmane. Donc c'est une forme d'hybride.
Alors, les catégories que l'on connaît de la philosophie politique et des sciences humaines sont en grande partie issues des processus que tu identifies comme sécularisation. Et ce sont aussi les catégories que tu es amené à manier, en fait, que tu as été amené à manier pour écrire ce livre. Et du coup, je voulais te demander comment est-ce qu'il est possible de les détourner, d'en faire un autre usage. En quelque sorte, comment une contre-histoire de la sécularisation peut-elle éviter, dans ses manières de faire de l'histoire, d'être elle-même trop sécularisée. Alors, ça c'est compliqué. Premièrement, euh, à mon sens, toute histoire, quelle qu'elle soit, présuppose des concepts. C'est-à-dire que selon les concepts qu'on va employer, on ne va pas voir la même chose. Dans ce sens-là, euh, si on ne fait pas une critique des concepts qu'on emploie, à mon sens, on va les présupposer de manière en fait indirecte, voire naïve, au sens de en fait pas vraiment conscience des opérations qu'on fait, tout simplement parce qu'on n'a vraiment pas forcément conscience des instruments à l'aune desquels on opère. Et ces instruments, ce sont très souvent des concepts, des mots qui sont des concepts. Donc j'assume moi de faire une histoire qui est philosophique, dans la mesure où en fait je m'interroge sur le sens même et l'origine même des concepts que j'utilise. Et donc j'assume la part philosophique de cette histoire, mais j'aurais envie de dire quasiment de toute histoire en fait. Même si je sais que c'est très contestable par un certain nombre d'historiens peut-être de métier, mais c'est la manière dont moi je procède. Pourquoi sécularisation ? Précisément, la sécularisation a été en fait une catégorie qui a été mobilisée par la sociologie, qui est une catégorie historique, hein, mais qui a été mobilisée par la sociologie pour justement expliquer la singularité des sociétés occidentales et leur devenir depuis en gros le 19e siècle, mais surtout au 20e siècle. Cette théorie de sécularisation a été employée précisément comme une catégorie empirique, donc qui est devenue légitime dans les sciences sociales, alors qu'elle a été d'abord et avant tout une catégorie philosophique. Et en gros, elle a été formalisée par Hegel. Et cette catégorie est complexe parce qu'en fait, elle signifie plusieurs choses qu'on considère comme contradictoires. Elle n'a pas signifié d'abord et avant tout le déclin de la religion. Ça, c'est vraiment une version très récente que je conteste parce que je pense que c'est tout sauf ça. Et il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Hein. Évidemment, peut-être que tout ça est implicite depuis maintenant près d'une heure, mais évidemment, on est en train de parler de questions d'actualité de manière incidente, et c'est aussi le geste du livre, à savoir ne pas tomber dans un commentaire de l'actualité, mais prendre une distance historique et politique à l'égard, en fait, de ce qui se passe. Mais si je devais résumer en un mot un peu trop rapidement ce qui se passe, je veux dire, on se rend bien compte que ce qu'on appelle laïcité est en train de devenir, en un sens, tout l'inverse, à savoir une manière de politiser la religion dans le débat public. Où on parle de l'islam en l'absence des musulmans, évidemment, mais il n'empêche qu'on politise l'islam d'une certaine manière, en fait, à travers la laïcité. Bon. Donc, d'une certaine manière, on est en train de parler que de ça depuis le début. Je pense que c'est important de le noter. Sauf que c'est pas simplement quelque chose de récent. C'est que si on part de là, l'idée c'est de voir ce que ça nous dit de ce qui s'est passé avant. Et de voir l'histoire dont cette situation, cette séquence très instable et très dangereuse dans laquelle on est, en fait, est en train de réactiver certains moments qui se sont passés avant et qu'on a probablement oubliés, mais aussi il s'inscrit dans la continuité d'un processus beaucoup plus long et dont nous sommes les héritiers, qu'on le veuille ou non, à différentes places évidemment, et donc de différentes manières. Maintenant, donc, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on peut se demander pourquoi parler de la sécularisation et de Hegel, qui sont quand même des choses techniques, universitaires, philosophiques, spéculatives même, mais précisément parce que, en fait, même les discours les plus politiques et les plus médiatiques du moment, en fait, sont liés à des choses qui ont été dites par les philosophes depuis le 19e siècle. En gros, ce que je veux dire, c'est que malgré tout le tapage, malgré tout le bruit
autour de noms que j'ai même pas envie de citer en fait, qui en fait sont en train de droitiser en fait le débat public, pour le dire vraiment gentiment, et même de le fasciser. Euh, la seule autorité qu'ont ces discours, en fait, vient du 19e siècle européen. Au fond, il y a quelque chose, malgré tout ce qui change, malgré toutes les nouveautés, etc., d'un point de vue discursif, il y a quelque chose de l'ordre d'une banale répétition d'arguments d'autorité qui ont été créés, en fait, au 19e siècle. C'est pour ça que le problème est profond aussi. Et c'est pour ça que le problème est épistémique aussi. C'est parce qu'il y a certaines de nos catégories, certaines des catégories que les institutions du savoir dominantes reproduisent. Il y a donc quelque chose de ces catégories qui en fait trouve une forme grotesque médiatique dans ce qui est en train de se dire aujourd'hui. Et qui explique peut-être la raison pour laquelle on a tellement de mal à les contrer réellement. La première, c'est ce dont j'étais parti, mais un des récits qu'il y a derrière tout ce qui se passe, c'est cette idée selon laquelle voilà, l'islam est colonisateur, il est étranger à l'Europe, il est en train de mettre en œuvre un grand remplacement, etc., etc. Et l'Occident, parce qu'il y a toujours une définition de l'Occident qui est présupposée, et cette espèce de civilisation qui est à la fois laïque et chrétienne, ou laïque parce qu'elle est chrétienne. Voilà. Et ça, c'est la version initiale de la sécularisation qu'on trouve par exemple chez un Hegel, à savoir le christianisme, en vertu de sa singularité en tant que religion, a engendré en fait la seule religion à avoir engendré l'Occident, c'est-à-dire la seule religion à avoir engendré une civilisation qui arrive justement à sortir de la religion. On a la version chez Gaucher, le christianisme, la religion de la sortie de la religion. Chez Hegel, ça prend des formes différentes, mais chez certains de ses disciples, en fait, déjà disait ça, ou quelqu'un comme Zizek, par exemple, dit quelque chose qui... évidemment, il y a des distinctions entre tout ça, mais ce que j'essaie de dire, c'est que là, il y a une tradition, en fait, qui se rejoue, qui consiste à dire « je suis totalement athée, mais je reconnais que le christianisme est en fait un vecteur d'émancipation », ou pour certains autres philosophes, on va dire « ah non, c'est la fondation de l'universalisme, etc. » Donc moi, je suis assez fasciné et assez troublé par la manière dont, en fait, philosophes de gauche, voire d'extrême gauche athées, reconstituent le christianisme comme une forme d'héritage. Et au fond, il y a quelque chose dans l'opération qui me rappelle ce que la droite aussi fait depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, à savoir cette manière de reconstituer le christianisme en un héritage, et donc aussi en un critère en fait, de définition de ce que c'est que l'appartenance nationale. Et ça, la multiplicité de ces discours qui semblent être opposés les uns aux autres, en fait, appartiennent à la manière dont la catégorie de sécularisation a toujours fonctionné. C'est pas une catégorie univoque. On a toujours affaire, en fait, là, à différentes versions du récit de sécularisation. Maintenant, tu me demandes, oui, donc dans quelle mesure on pourrait pas juste dire on se passe de la catégorie et donc on en trouve d'autres. Le problème, c'est que, exactement comme la catégorie de religion, puisqu'on parle, et nous parlons dans une langue qui est européenne, on a affaire à ces concepts-là, et d'une certaine manière, ils sont probablement inévitables. Ou en tout cas, ce qui compte, c'est de les requalifier, de les redéployer d'une manière différente, de bouleverser le sens qu'ils ont eu jusqu'ici, précisément en les réemployant et en changeant en fait l'usage des mots, puisque le sens des mots étant défini par leur usage, ce qui compte, c'est de créer de nouveaux usages, pas de créer forcément de nouveaux mots. Donc c'est ça en fait que le livre essaie de faire, notamment en contestant, en remettant en cause quelque chose qui à mon avis structure de fond en comble la manière dont la sécularisation a été pensée jusqu'ici, qui est un eurocentrisme profond, c'est-à-dire une non-connexion entre la manière dont la sécularisation est pensée et en fait ce qui se passe dans le reste du monde, et la manière dont l'Europe a toujours été en interaction avec le reste du monde depuis au moins le XVe siècle, mais en fait, en vérité, depuis bien avant. Mais à partir de ce moment-là, elle a été en rapport avec le reste du monde à travers des formes plus ou moins coloniales et impériales. Donc, l'idée, c'est de réintroduire cette part d'ombre dans le récit de sécularisation, précisément pour le déployer comme étant autre chose que cette espèce de récit continu
dans lequel, en fait, on parle de la modernité comme quelque chose qui serait juste intrinsèque à l'Europe, qu'elle aurait créé comme ça, de manière endogène, à cause du génie du christianisme, etc. Enfin, je veux dire, ça me paraît être fondamentalement problématique. Et pour finir de répondre à cette question, il y a deux niveaux. Il y a toujours il y a des allers-retours entre deux types d'analyse dans le livre. C'est que, en fait, j'essaie de montrer que la manière dont on a créé le concept de sécularisation, dont on a créé des nouveaux concepts de christianisme, dont on a culturalisé, si on veut, le christianisme de cette manière, nationalisé le christianisme de la manière dont on vient de parler, ça fait précisément partie de ce qu'il faut penser. C'est-à-dire que la dissolution, ou plutôt la critique des concepts qu'on emploie eux-mêmes, elle doit faire partie de cette histoire eux-mêmes. En d'autres termes, la manière dont on a jusqu'ici parlé de l'émergence de l'Occident moderne, ce qu'il faut faire, c'est précisément la manière dont on a parlé, il faut considérer que ça fait partie des coordonnées du problème, et donc que ce ne sont pas des concepts qu'on peut faire fonctionner pour analyser la chose même, puisqu'ils font partie des coordonnées du problème, en fait, justement, il faut les prendre pour objet, pas les présupposer comme étant des concepts valides a priori. D'où cet aller-retour entre faire l'histoire de ce qui se passe et faire l'histoire critique en même temps des concepts à partir desquels on a pensé jusqu'ici ce qui se passe. Alors, il y a une dernière question, mais à laquelle tu as en partie répondu là avec justement ce que tu viens de développer sur la critique des concepts et la réflexion sur les mots, etc. Je vais te la poser quand même. Comment est-ce qu'il est possible pour nous, et bon, un nous qu'il faut peut-être éviter de trop déterminer ou de prédiquer, comment est-ce qu'il est possible pour nous de s'emparer de cette analyse de la sécularisation dans la situation politique présente? Et voilà, quelle est la portée stratégique de ton travail? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Je pense que j'ai déjà en partie répondu, mais je peux préciser et déployer. Il y a plusieurs points d'entrée, mais le premier point d'entrée, qui est le point d'entrée évident, c'est tout simplement la manière dont, je l'ai plus ou moins déjà dit, mais la manière dont cette question du signifiant de l'islam et de ce qu'on appelle islam et ce qu'on définit comme tel dans la sphère publique est en train tout simplement se situer en fait au cœur d'une nouvelle forme d'autoritarisme. Moi, je trouve que les mouvements de gauche, qui s'appellent la gauche, quel que soit ce que... Enfin, je veux dire, évidemment, c'est quelque chose de très divers, etc., a peur de cette question. Et a du mal, en fait, à avoir une prise de position claire à partir de ça. Elle a toujours... Enfin, sur cette question-là, elle a toujours tendance à, ce que je disais au début, la réduire à autre chose. Non, mais c'est une question sociale. Non, mais c'est en fait une question raciale, fondamentalement. Non, mais c'est une question de gouvernementalité, fondamentalement. Et en fait, en faisant ça, on ne voit dans ce qui est en fait au cœur de l'idéologie, ou ce qui est le cœur du fonctionnement idéologique de ce qui se passe, en fait, de la légitimation, en fait, de l'acceptation de ce qui est en train de se passer, qui en fait n'est pas vraiment remis en cause, puisqu'on considère, non, mais en fait ça a l'air central, mais en fait non, c'est marginal, c'est l'instrument d'autre chose. Je ne remets pas du tout en cause le fait qu'il est en train de se passer une multiplicité de choses à travers ces débats qui ont eu lieu sur plusieurs décennies autour de la soi-disant question musulmane. Je ne dis pas du tout que ce n'est pas le symptôme d'autre chose. En revanche, à force de ne pas appeler un chat et de ne pas en fait comprendre ce qui se passe autour de ces questions, je crois qu'on a du mal à répondre en fait tout simplement à ce débat. Je vais prendre des exemples simples. Quand moi j'avais proposé j'avais proposé un certain nombre de textes critiques il y a de ça maintenant 6 ans, j'ai déjà eu des formes de réaction du type « Non mais il ne faut pas parler d'islam et surtout ne pas mobiliser la catégorie d'islam puisque c'est une catégorie de droite. » Je trouve cet argument absolument absurde. C'est-à-dire qu'en fait, ce que la personne essayait de me dire, c'est la droite utilise la catégorie d'islam de façon stratégique pour déployer des formes de racisme et d'exclusion,
etc., qui sont intolérables, puisque nous sommes de gauche, donc on ne va pas utiliser cette catégorie. Donc probablement, elle voulait me dire, il faut parler de questions sociales, de questions écologiques, etc. etc. Le problème, c'est que quand on dit ça, je veux dire, c'est absurde, puisque ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que quand les musulmans parlent de l'islam, ou croient qu'il y a quelque chose comme l'islam, ils sont islamophobes ou de droite par définition. Enfin, je veux dire, c'est, à mon avis, complètement absurde. Donc il y a un évitement permanent de cette question-là, euh, puisque, évidemment, on a peur de l'essentialisme, qui effectivement caractérise les discours de droite du type l'islam, c'est l'islamisme, c'est la même chose, etc. Mais je crains qu'en fait, à force de faire ça, on évite en fait de façon permanente le problème, en fait, ce qui se situe au cœur de la légitimation d'une certaine forme de racisme, qui encore une fois passe par le fait de dire ce n'est pas du racisme, c'est la critique de la religion, donc tout ça est légitime et il n'y a pas de problème derrière ça. Bon. Donc, je dirais, il n'y a pas de vision stratégique univoque. En revanche, moi, j'essaie d'apporter un autre type de langage et une vision peut-être plus longue durée ou plus large, en fait, qui permet d'envisager ces questions de manière critique. Pour faire voir, pour faire envisager la question coloniale sous un autre jour, enfin, faire voir d'autres dimensions, tout simplement. Et inversement, montrer aussi que cette histoire coloniale informe le présent à des endroits où, précisément, on ne l'attendait pas, en fait, d'une certaine manière. Maintenant, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'il y a l'air d'y avoir un consensus, en fait, par rapport à ce qui se passe, une forme de désolidarisation aussi à l'égard de ce que vivent un certain nombre de communautés, notamment la communauté musulmane, même si c'est pas du tout un tout homogène, enfin c'est clair et net. Donc je pense simplement que il faut qu'il y ait une sorte de prise de conscience de la centralité, en fait, de cette question depuis des siècles, en fait. Et que cette question de comment gérer l'islam, gérer les populations musulmanes sur le territoire français, c'est une vieille question coloniale qui s'est d'abord posée en Algérie. Si on part du principe et qu'on prend les catégories coloniales au sérieux, à partir du moment où la France a décidé à déclarer que l'Algérie était la France, puisque l'Algérie a été départementalisée à partir de 1848, ça veut dire que l'islam en France, c'est pas une vieille question, pas une question récente, au contraire, c'est une question très ancienne qui est au cœur, en fait, de la question coloniale, puisque précisément l'islam était reconnu, alors justement jamais officiellement reconnu, mais était appréhendé par l'État colonial et donc par l'État français comme comme une des religions du territoire, d'un des territoires de la France, en fait. Donc d'une certaine manière, il y a une profondeur historique de ce qui se passe qui, à mon avis, n'est pas du tout, ou en tout cas pas suffisamment mesurée. Et moi, les réactions que j'ai sont souvent des réactions de silence, d'étonnement, d'évitement. Dès lors que cette question-là est envisagée, j'ai envie de dire, pour elle-même ou sérieusement. Je pense franchement que l'heure est trop grave et pour commencer à polémiquer en fait sur ces affaires-là, je pense vraiment que simplement, enfin en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie d'apporter en fait des éléments de contextualisation et des éléments d'historicisation des débats en fait qu'on se pose. Le débat sur la compatibilité de l'islam avec la modernité, aujourd'hui on dit avec la République, c'est un débat colonial, c'est-à-dire qu'il naît à un moment donné où on se pose la question de savoir si oui ou non les musulmans peuvent devenir un jour citoyens. Donc quelles sont les conditions d'accès à la citoyenneté? Et dans ces conditions, il y a cette idée sur laquelle il faut que le Coran soit lu comme un texte purement religieux. Je reviens donc sur quelque chose que j'avais dit précédemment. On voit là la dimension stratégique de la notion de religieux. C'est-à-dire, on décide de ce que c'est que la religion en général, on la définit, et donc on dit tant que ils ne respecteront pas cette norme, tant qu'ils ne sauront pas que leur texte est en fait un texte purement religieux, qu'ils ne le confondront pas avec autre chose, alors à ce moment-là, on pourra éventuellement leur attribuer
la citoyenneté. Donc, pourquoi je dis que c'est le débat sur la compatibilité ? Parce qu'évidemment, ça, c'est une position, si on veut, libérale. C'est-à-dire, ils pourront devenir citoyens puisqu'on pourra rendre l'islam compatible avec les sociétés, en gros, avec la modernité. Mais inversement, cette position a été contestée, par exemple, par la majorité des colons en disant « Ah mais non, c'est complètement incompatible ». Ce que dit, en gros, la droite et l'extrême droite aujourd'hui. C'est-à-dire que le spectre, les oppositions politiques aujourd'hui, qui se font en France, c'est des vieilles oppositions coloniales. Ils se sont mis en œuvre en Algérie il y a très longtemps. Dans ce sens-là, la France est en retard sur l'Algérie, vous voyez. Précisément parce qu'il y a quelque chose qui se réactive à cet endroit-là, qui date d'il y a très longtemps, mais simplement par ignorance, parce qu'il y a vraiment un effet d'ignorance, parce que pour plusieurs raisons, on n'a pas voulu étudier ces questions-là, elles sont restées absolument marginales même dans les universités, alors que le travail était en train d'être fait au même moment, et ce depuis longtemps ailleurs. En fait, on ne connaît pas cette histoire-là. En fait, on n'a aucun ou très peu, enfin, ça commence évidemment, mais très peu d'instruments pour tout simplement avoir un recul critique sur ce qui se passe. Et je pense que les conséquences politiques, il y a des conséquences politiques réelles en fait, de cette absence de regard critique et simplement de connaissance de sa propre histoire en fait. Il n'est pas forcément utile de rappeler à quel point quelqu'un comme Zemmour est héritier de l'histoire de l'Algérie coloniale. Donc, pourquoi je dis que c'est donc le débat sur la compatibilité ? C'est parce que vous disiez ah oui, si l'islam est compatible avec la République, ou que vous disiez non, il est incompatible, les deux faces, les deux réponses sont problématiques. Les deux réponses sont problématiques parce qu'elles sont également liées à un même débat. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut sortir de ce débat ou pas. En ce moment, on a l'air de ne pas pouvoir sortir de ce débat. C'est-à-dire, il ne fait que se répéter, il ne fait que s'aggraver, et en fait, il structure littéralement le champ du disciple, mais il est absolument pauvre, et en fait, quand on dit c'est un débat colonial, c'est pas pour accuser, c'est pas une question de responsabilité. Moi, j'ai autre chose à faire que d'accuser des gens. En revanche, mettre les concitoyens, il faudrait que je dise ça, en face de ceux dont nous sommes héritiers, ça, par contre, ça me paraît être important, en fait. Et de pouvoir dialoguer sur cette base est important. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, très peu de gens ont envie de dialoguer, en fait. Et qu'on se prétend dans des formes de démocratie. Je ne suis pas, moi, dans une forme de critique de la démocratie en général, etc. Il faut être relativement privilégié et pour pouvoir le dire ou se permettre ce type de critique ultra-radicale, etc. Moi, c'est pas mon cas. Je veux dire, je dis pas que le dialogue démocratique, c'est absolument bien, mais je veux dire, à certains moments donnés, c'est ce qu'on a sous la main. Bon, il est très compliqué, il est presque en train de devenir impossible, puisque tout désaccord a une tendance à devenir en fait un conflit, et ça c'est potentiellement à mon sens problématique, mais en fait là ce qui se passe c'est que l'appel à dialoguer sur d'autres bases, à poser d'autres questions, et pour l'instant pas de l'ordre du possible ou pas de l'ordre du disciple. Et ça, je trouve que c'est inquiétant, même intellectuellement, puisqu'en fait, on tourne on est tout le temps dans les mêmes cercles. Et ceux qui penseraient que on peut éviter ces questions, et en fait, ne pas en être tributaire d'une manière ou d'une autre, à mon avis, se trompent totalement. C'est très bizarre, en fait, que d'une certaine manière, on ait commencé à comprendre la centralité de la guerre d'Algérie dans la constitution même de la Ve République. C'est quand même quelque chose qu'on commence à comprendre, je veux dire. Puis ça a tellement été démontré que c'est impossible de ne pas le voir. Mais que de l'autre côté, on pense que c'est possible d'éviter la manière dont, en fait, cette connexion est en train de se rejouer dans le présent aujourd'hui. Et donc, en fait, on fuit le présent lui-même en se disant « Non, mais on peut parler d'autre chose qui est en fait plus important et qui, en fait, explique cette autre chose comme étant une marge, un épiphénomène, un effet. » Ben ça, en fait, tant qu'on pensera comme ça, je ne pense pas qu'on pourra vraiment répondre à ce qu'est en train de dire la droite de l'autre côté, puisqu'ils ont avec eux la profondeur d'un certain récit historique
qui ne tient, qui n'a d'autorité que parce que ça a été de grands récits du 19e siècle, etc. Et il a cette autorité enfin, la droite a cette autorité pour elle, ou les idéologies de droite ont cette autorité. Et je pense qu'on est à un moment où, en fait, je pense que si on veut vraiment dire autre chose, il faut inventer autre chose. Je pense que les anciennes solutions deviennent de plus en plus problématiques. C'est pour ça que je ne veux pas, moi, donner une solution, etc. Et je trouve souvent que, justement, il y a quelque chose d'assez néo-messianique dans la posture de l'intellectuel qui arrive avec sa solution. Il y a une dynamique permanente entre comment on critique, ce qu'on critique, l'avancement de la perspective critique, le fait de faire intervenir une perspective critique sur d'autres champs, et les formes, déjà ce que ça va ouvrir en termes de perception du problème, et évidemment ce que ça va ouvrir en termes d'imagination de nouvelles solutions, mais c'est un processus qui est permanent. À un moment où vous changez la perception du problème, évidemment que vous allez changer non seulement la nature de la solution, mais la manière même dont vous allez penser cette solution, en fait. Et donc, en fait, moi, j'essaie simplement de créer de constituer un autre langage critique, tout simplement parce que j'ai été insatisfait par ce qui était disponible au moment où j'ai commencé cette recherche. Et ce que je vois, c'est que ça s'aggrave, simplement. Et que l'université, que le savoir, en fait, ce n'est pas du tout étonnant. Pour moi, c'est pas du tout un phénomène récent ou simplement anecdotique. C'est que ce qui est en train de se passer aussi, c'est que, à l'aune d'une certaine définition, à mon avis problématique, de la liberté d'expression, on est en train de remettre en cause la liberté de penser et l'esprit critique, en gros. Donc là, peut-être que certaines personnes qui écoutent ou qui regardent cette vidéo se diront « Oui, mais attendez, politiquement, ça va vers où? C'est anti-laïque, etc. » Moi, je ne le suis pas, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de le comprendre historiquement et de comprendre ce phénomène historiquement. L'autre chose, je l'ai déjà dit, c'est que c'est aussi créer une autre forme de critique des phénomènes religieux qui ne partent pas du principe que la religion existe, puisqu'en fait c'est totalement abstrait, donc critiquer la religion, c'est en fait être dans une forme idéaliste complètement anhistorique. Il faut critiquer des phénomènes religieux particuliers et précis. C'est aussi ça, être matérialiste. Et en fait ça, le marxisme ou ceux qui sont influencés par le marxisme, bizarrement quand ils parlent de religion, ils cessent en fait d'être matérialistes eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'on a affaire à des discours qui sont complètement abstraits, du type oui mais la religion c'est comme ci, c'est comme ça, c'est l'aliénation, etc. C'est une espèce d'abstraction totale. Donc ça je pense que c'est problématique et décevant, et qu'il faut changer, il faut changer en fait de mode de pensée par rapport à ça en fait. Donc des conséquences politico-intellectuelle de cette recherche, il y en a plusieurs en fait. Il y en a peut-être trop pour là tout résumer d'un coup, mais j'insiste sur le fait que je trouve que c'est important qu'il y en ait plusieurs. Je voulais juste finir sur le fait que je parlais du fait de en fait on est maintenant, il y a des gens qui tiennent ce genre de discours-là, on est maintenant dans une situation où on nous suspecte. C'est la suspicion généralisée d'intention cachée, etc. En fait, il n'y a rien de caché. La seule chose que je dis, c'est ce que je pense, en fait. Et en fait, ce qui se passe, par contre, et qui est inquiétant, c'est que moi, je suis tout à fait prêt à revendiquer une certaine culture laïque, disons. Je ne pense pas qu'elle soit que laïque, c'est-à-dire je ne pense pas qu'elle soit que européenne et moderne. Cette culture, c'est quoi? La culture de la pensée critique. C'est censé être l'héritage des Lumières et qui nous aurait émancipés, etc. Je pense qu'il y a d'autres pensées critiques que la pensée occidentale, très honnêtement. Néanmoins, précisément pour cette raison-là, je suis prêt à dire que la tradition critique, l'héritage de la pensée critique, c'est effectivement une forme d'héritage des Lumières, si on veut, mais c'est quelque chose je suis prêt à revendiquer d'une certaine manière. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que quelqu'un comme moi et d'autres, quand on revendique, en fait, cette tradition-là, pas simplement de manière discursive, mais qu'on la pratique, et qu'on la fait avancer. Ben, précisément, on est suspecté de sortes de choses absolument terribles, etc., qui en fait ont pour vocation de précisément faire taire la pensée critique. C'est ça qui se passe, une espèce d'inversion en fait, de renversement des choses qui est proprement hallucinante et qui a vraiment des conséquences absolument terribles par-delà en fait le
le champ strict de la politique stricto sensu. C'est-à-dire que c'est plus profond, en fait, ce qui se passe. C'est plus profond. C'est une interdiction de penser de manière critique. Mais en fait, c'est en complet... C'est-à-dire que les personnes qui remettent en cause ce droit d'exercer la pensée critique, que ce soit dans le champ des sciences humaines ou ailleurs, en fait, sont en train de se faire les ennemis de ce à quoi de ce qu'ils revendiquent, en fait. Et ça, je trouve que c'est grave. La question que je me pose, en fait, et au fur et à mesure de ces recherches, et en fait, de toute manière, elle hante en fait ces recherches, c'est est-ce que le langage qu'on avait pour critiquer des forces réactionnaires, est-ce que ça peut être le même dans une conjoncture qui a quand même pour spécificité de conduire des forces conservatrices et réactionnaires à en fait parler un langage qui semble être un langage d'émancipation. Utiliser liberté, le droit des femmes, l'égalité, c'est-à-dire en fait des notions que n'étaient pas en fait traditionnellement des notions de droite et encore moins d'extrême droite. Et en fait là, on est en train de se confronter à quelque chose, à des phénomènes dans lesquels les frontières sont un peu plus floues, puisque en fait ça nous questionne quant à la possibilité de revendiquer une valeur ou une notion comme la liberté face à ces perversions actuelles. C'est pareil pour la laïcité, c'est-à-dire qu'il y a eu un argument qui consistait à dire la vraie laïcité, c'est la loi de 1905, c'est la séparation de l'Église et des États, c'est un retrait de l'État dans la sphère religieuse, et là on est en train en fait de déployer, quelqu'un comme Bobero dit ça par exemple, de déployer une laïcité qui est complètement dévoyée, qui va complètement à l'encontre de ce modèle. Donc en fait une idée qui consiste à dire on n'est plus vraiment fidèle à l'esprit de 1905. Ça serait d'une certaine manière facile pour moi de simplement décrédibiliser cette stratégie, puis à l'aune de quoi en fait, je veux dire. Ça a été à un moment donné, peut-être que ça l'est encore, une manière de répondre, mais je pense qu'on est dans un moment d'incertitude qui est palpable, qui est aussi une incertitude quant à la manière de répondre en fait. Parce qu'il n'est pas sûr que ça fonctionne de répondre ça.